Commençons par le plus vital, la santé. En 2025, 87% du territoire français est déjà classé en désert médical. Mais selon le président de la Confédération des syndicats médicaux français, ce chiffre frôle aujourd'hui les 100%. Même Paris est devenu un désert médical en médecins traitants, alerte-t-il. Laissez ce chiffre faire son chemin. 100% du territoire. Il n'y a plus nulle part où aller pour échapper à cette pénurie. 6,7 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 6 700 000 personnes qui ne peuvent pas consulter un généraliste régulièrement. Qui n'ont personne pour suivre leurs maladies chroniques. Pour renouveler leurs ordonnances. Pour détecter à temps les pathologies graves. Les chiffres sont encore pires dans certaines régions. En Guyane, 44,2% de la population, soit environ 120 000 personnes, vivent dans une zone sous-dense en médecins. En Île-de-France, 1,8 million de personnes ont des difficultés d'accès aux soins. Dans le centre-Val de Loire, 318 000 personnes. Et la situation ne fait qu'empirer. Les installations de médecins généralistes libéraux ont reculé de près de 10% en 2024. 10% de baisse en une seule année. Pendant que les besoins explosent. Les conséquences sont dramatiques. 83% des professionnels de santé sont confrontés à des reports ou retards de soins dus à la désertification médicale. Les gens attendent des semaines pour un rendez-vous. 37% des médecins exerçant dans un désert médical déclarent des délais d'attente d'un mois minimum pour des rendez-vous. Un mois pour voir un généraliste. Imaginez avoir mal. Imaginez avoir peur d'être malade. Et devoir attendre 30 jours pour consulter. Les pathologies s'aggravent. Les diagnostics arrivent trop tard. Les urgences hospitalières sont saturées par des gens qui n'ont nulle part ailleurs où aller. À Saint-Romain-de-Colbosc en Seine-Maritime, la fermeture définitive du cabinet médical a été vécue comme un choc. Une habitante témoigne, on ne sait plus vers qui se tourner, on a l'impression d'être abandonné. Le gouvernement a bien essayé de réagir. En juin 2025, le ministère de la Santé a identifié 151 zones rouges, des territoires marqués par une offre de soins très insuffisante. L'idée ? Créer des cabinets solidaires où les médecins viendraient consulter par rotation. Chaque médecin devrait consacrer jusqu'à 2 jours par mois à des consultations dans ces zones prioritaires. Mais en réalité, entre la paperasse, les trajets et les plannings déjà saturés, beaucoup de praticiens se demandent où ils trouveront ces 2 jours. La mesure ressemble davantage à un pansement sur une jambe de bois qu'à une vraie solution structurelle. Mais la santé n'est pas le seul service public à disparaître. L'école, ce pilier de la République, est en train de se retirer des campagnes. Le ministre a confirmé que des fermetures de classes restent possibles dans le cadre de la carte scolaire lorsque les effectifs d'élèves ne sont plus suffisants pour un enseignement de qualité. C'est le même argument utilisé pour fermer des maternités ou des services hospitaliers. La rentabilité avant tout. 400 écoles environ ferment chaque année. Dont 250 en raison de regroupements ou de fusions. Pour les maires ruraux, c'est un coup de massue. Parce qu'une commune sans école, c'est une commune condamnée. Selon l'INSEE, un tiers de la population française vit en milieu rural, où il y a moins ou pas de services, privés ou publics, de médecins, d'écoles, et où les déplacements sont difficiles. Il existe un traitement différencié, personne ne peut le nier, entre l'écolier urbain et l'écolier rural. Je considère qu'il s'agit d'une injustice scolaire, sociale, territoriale, a reconnu la ministre de l'Éducation elle-même. Une injustice assumée. Parce que pendant que l'État poursuit le dédoublement des classes en zones urbaines prioritaires, il multiplie les fermetures en milieu rural. La logique est purement comptable. Il y a moins d'élèves ? On ferme. Point final. Les conséquences sont multiples et toutes désastreuses. D'abord pour les enfants. Fermer une école, c'est obliger des gamins de 5 ou 6 ans à faire des trajets de 30, 40, parfois 50 minutes en car scolaire chaque matin et chaque soir. C'est les arracher à leur village. C'est les fatiguer avant même d'arriver en classe. Ensuite pour les familles. Quelle jeune famille va s'installer dans un village sans école ? Personne. La fermeture de l'école, c'est le signal que le village est en train de mourir. Les dépenses que les communes consacrent à leur école peuvent atteindre entre 20 et 25% du budget et être le premier poste budgétaire. Les maires se battent pour garder leurs écoles. Ils investissent. Ils rénovent. Ils équipent en matériel numérique. Et puis l'État arrive et ferme tout en quelques mois parce que les effectifs ont baissé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la fermeture des services publics crée une spirale mortelle dont on ne sort plus. Ça commence par le médecin qui part à la retraite et n'est jamais remplacé. Les gens commencent à s'inquiéter. Puis c'est l'école qui ferme. Les jeunes familles ne viennent plus. Ou pire, elles partent. La population diminue. Le commerce local ferme faute de clients. Le bureau de poste devient une agence postale communale ouverte 3 heures par semaine.
La gare perd son guichet. Les trains s'arrêtent moins souvent. L'arrêt de car disparaît. Les lignes de bus sont supprimées pour manque de rentabilité. Et à la fin, il ne reste que les vieux. Ceux qui n'ont pas les moyens de partir. Ceux qui sont trop attachés à leur maison. Ceux qui n'ont nulle part où aller. Et ces vieux, justement, ce sont eux qui auraient le plus besoin de services de proximité. Ce sont eux qui ne peuvent pas faire 50 km pour voir un médecin. Ce sont eux qui ne peuvent pas conduire jusqu'à la ville la plus proche pour acheter du pain. Ce sont eux qui se retrouvent prisonniers d'un territoire devenu hostile. Il existe, depuis trop longtemps, une France des oubliés, délaissée par les gouvernements successifs, fermeture des services publics, disparition des petites lignes ferroviaires, inexistence des transports collectifs, dévitalisation des centres-villes, désertification médicale, dénonce l'Association des maires ruraux de France. Voici la double peine la plus cruelle. Si vous êtes pauvre en ville, c'est déjà très dur. Mais au moins, vous avez accès aux services. Vous pouvez aller aux urgences de l'hôpital. Vous pouvez prendre le métro ou le bus. Vous avez des associations caritatives à proximité. Mais si vous êtes pauvreté en zone rurale isolée, là, c'est le piège absolu. Vous n'avez pas de voiture ou vous n'avez plus les moyens de mettre de l'essence. Comment allez-vous voir un médecin à 30 km? Comment allez-vous faire vos courses si l'épicerie du village a fermé? Comment allez-vous chercher du travail si le seul emploi disponible est à 50 km et qu'il n'y a pas de transport en commun? La précarité géographique aggrave toutes les autres précarités. Si vous êtes malade et isolé, vous renoncez aux soins parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Si vous êtes au chômage et isolé, vous ne pouvez pas chercher du travail efficacement. Si vous êtes âgé et isolé, vous vous retrouvez seul face à la dépendance. L'État a créé des zones entières où vivre dignement est devenu quasiment impossible. Et le pire, c'est que personne ne semble s'en soucier vraiment. Parce que ces territoires ne pèsent rien électoralement. Parce qu'ils ne font pas de bruit. Parce qu'ils meurent en silence. La France est probablement le pays le plus centralisé d'Europe. Tout se décide à Paris. Tout se concentre à Paris. La richesse, le pouvoir, les opportunités, les services. Et le reste du pays est traité comme une variable d'ajustement. Les décideurs politiques vivent à Paris ou dans les grandes métropoles. Ils ne connaissent pas la réalité des territoires ruraux. Ils n'y vivent pas. Ils n'y mettent jamais les pieds sauf en période électorale pour des photos. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce que signifie ne pas avoir de médecin dans un rayon de 50 km? Comment voulez-vous qu'ils saisissent l'angoisse d'un parent dont l'école du village ferme? Ils ne le peuvent pas. Parce que ce n'est pas leur réalité. Le résultat, c'est une France à deux vitesses qui ne cesse de se creuser. D'un côté, les métropoles qui concentrent tout. Emplois qualifiés, services publics performants, infrastructures de transport, offres culturelles, établissements de santé de pointe. De l'autre, les territoires périphériques qui perdent tout. Emplois précaires ou inexistants, services publics fantômes, déserts médicaux, écoles qui ferment, transports inexistants. Et entre les deux, un fossé qui devient un gouffre. Les habitants des métropoles ne comprennent pas la colère des gilets jaunes. Comment le pourraient-ils? Ils vivent dans un autre pays. Un pays où tout fonctionne. Un pays où l'État est présent. Un pays où les services publics existent encore. Mais attention, la fracture territoriale ne concerne pas que les zones rurales. Les banlieues populaires subissent le même abandon. Des territoires périurbains comme la Seine-Saint-Denis ou certaines zones de Bourgogne-Franche-Comté subissent également cette désertification médicale. Ces quartiers cumulent tous les handicaps. Pauvreté massive. Chômage endémique. Insécurité. Écoles en difficulté. Et maintenant, déserts médicaux. Les médecins ne veulent pas s'y installer. Les commerces ferment. Les services publics se dégradent. Les transports sont insuffisants pour relier ces zones au centre-ville où se trouvent les emplois. Les habitants de ces banlieues vivent la même double peine que les ruraux. Ils sont pauvreté isolée. Isolés géographiquement parce que mal desservis. Isolés socialement parce que stigmatisés. Isolés économiquement parce que coupés des opportunités. L'État a créé des poches de relégation où les gens sont parqués et oubliés. Rural ou banlieue, même combat. Même abandon. Même mépris. Au fond, la fracture territoriale révèle quelque chose de profond sur la France de 2026. Elle révèle que l'égalité républicaine n'est qu'un slogan vide. Elle révèle que certains territoires et certaines populations comptent moins que d'autres. Elle révèle qu'il existe une hiérarchie géographique où Paris et les métropoles sont au sommet, et où le reste doit se contenter des miettes. Elle révèle surtout que l'État a renoncé. Il a renoncé à maintenir un maillage de services publics sur tout le territoire. Il a renoncé à l'égalité d'accès aux soins, à l'éducation, aux services essentiels.
Il a fait le choix de la rentabilité contre la solidarité. Le choix de la concentration contre l'équilibre territorial. Les conséquences politiques de cet abandon sont explosives. Les territoires périphériques se sentent trahis, humiliés, méprisés. Et ils le font savoir. Le vote protestataire explose dans ces zones. Le Rassemblement national y réalise ses meilleurs scores. Pas par adhésion idéologique, mais par colère, par désespoir, par envie de punir ceux qui les ont abandonnés. La carte électorale de la France ressemble de plus en plus à une carte de la fracture territoriale. Les métropoles votent progressistes. Les périphéries votent protestataires. Et le fossé ne cesse de se creuser. La question qui reste est-ce réversible? Peut-on encore sauver ces territoires? Théoriquement oui. Il faudrait une volonté politique massive. Il faudrait réinvestir dans les services publics de proximité. Former plus de médecins et les inciter fiscalement à s'installer en zone rurale. Maintenir les écoles rurales même avec des effectifs réduits. Développer les transports en commun. Installer la fibre partout. Créer des emplois décentralisés. Redonner de la vie à ces territoires. Mais cela coûte cher. Cela demande des décennies d'efforts. Et surtout, cela demande de reconnaître qu'on s'est trompé. Que la concentration métropolitaine n'est pas la solution. Que l'abandon des périphéries a été une erreur monumentale. Or, rien n'indique que cette prise de conscience ait lieu. Les discours politiques parlent de fracture territoriale. Ils créent des missions, des comités, des plans. Mais sur le terrain, rien ne change. Les fermetures continuent. Les déserts médicaux s'étendent. Les écoles disparaissent. Les services publics se retirent. La France périphérique continue de mourir à petit feu. Dans l'indifférence générale. Parce qu'elle ne compte pas. Parce qu'elle ne pèse rien. Parce qu'elle est invisible pour ceux qui décident. Alors oui, il y a deux France. Celle qui va bien et celle qui sombre. Celle qui a tout et celle qui n'a rien. Celle qu'on voit et celle qu'on ignore. Et entre les deux, un abîme qui ne cesse de grandir. Jusqu'à quand?